Madame, Monsieur, bonsoir. La vie des partis politiques n'est pas un long fleuve tranquille. C'est le cas du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem. Ce parti connaît des tensions, mais se projette surtout dans le futur qu'il veut positif. Nous en parlerons. Quelques jours après la libération des leaders anglophones et des autres personnes incarcérées dans le cadre de la crise anglophone, comment cette issue est-elle regardée? A-t-elle produit des résultats? Nous en parlerons également. Enfin, le parcours démocratique sur le continent africain poursuit son avancée avec parfois des coups d'éclat. Les derniers en date sont l'annulation des résultats de l'élection présidentielle au Kenya et les manifestations de l'opposition ces derniers jours au Togo pour réclamer des réformes, notamment la limitation des mandats présidentiels à 2. Tous ces sujets, nous les évoquons dans cette édition de Géopolis avec notre invité de ce jour, Dieudonné Yebga. Bonsoir, Dieudonné Yebga. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Géopolis. Et c'est un plaisir pour moi d'être dans la capitale politique parce que je constate que Equinox a essayé de faire la différence entre la capitale politique et la capitale économique. Voilà. C'est un plaisir pour moi. Ok, alors c'est également un plaisir pour nous. Je rappelle que vous êtes le président du Manidem, c'est bien cela? C'est bien cela, je suis le président du Manidem élu au congrès de mai 2015. Voilà. Pour un mandat de 3 ans. 3 ans. Ok. Alors, comment se porte le Manidem aujourd'hui, Dieudonné Yebga? Le Manidem se porte très bien. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, il y a eu quelques remous, mais c'est normal hein, pour un parti politique. Il faut de temps en temps qu'on constate qu'il y a du bruit, qu'il vit. Parce que en politique, c'est une vision. Et dès qu'on a une divergence de vue entre les dirigeants, il y a ce genre de situation. Donc il y a eu une divergence de vue et c'est pour ça que vous avez constaté tout ce que vous avez vu dans la presse ou bien lu dans les réseaux sociaux. Alors, mais encore, il y a eu des remous, mais vous semblez passer très rapidement dessus, Président Yebga. Il y a eu des problèmes. Ces problèmes, il faudra encore qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Vous dites divergence, mais quand même, on a entendu des choses graves. Par exemple, on vous conteste la qualité de pouvoir diriger le Manidem en tant que président. Ce sont des accusations qui sont venues de M. Anissé Ekame. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, c'est qu'ils disent cela, soit ils sont de mauvaise foi, ou alors ils ne maîtrisent pas nos textes. Nos textes sont clairs. Le président a un rôle à jouer. Et parmi ses attributions, il y a par exemple la négociation des alliances. Ça, c'est le rôle du président. Et nous avons entrepris... Vous en avez négocié? Nous avons entrepris un rapprochement avec les forces progressistes, patriotiques, qui n'a pas plu à un certain nombre de camarades, 3 ou 4, qui pensent que ce rapprochement n'est pas bien pour notre parti. Nous pensons que c'est cette divergence de vue qui nous a amené à voir ce que vous avez constaté. Alors, vous dites forces progressistes. Quelles sont-elles, ces forces progressistes? Alors, après analyse, nous avons constaté que le Cameroun va très très mal. Et il n'y a que l'upécisme qui peut sauver ce pays. Nous avons donc entrepris des négociations avec toutes les forces d'obédience upéciste. Et cette négociation, entamée par le président, a été présentée au bureau politique en février 2017. Et le bureau politique ayant entériné ce rapprochement, l'a envoyé au CNC. Le CNC, c'est la direction du parti, le Comité national de coordination, qui s'est réuni à Bafia au mois de mars, qui a entériné cette position-là. Et il y a une commission qui a été mise en place, constituée
des militants de l'UPC des fidèles, de l'UPC légal et du Manidem. C'est un travail qui a été fait pour la préparation des états généraux de l'UPCisme. Alors, vous dites, vous avez discuté avec l'UPC, mais de quel UPC? Vous avez discuté avec l'UPC légal et l'UPC, toutes les tendances finalement sont réunies au sein de ces forces avec lesquelles vous discutez? Quand je parle de... Parce que pour le moment, moi je connais l'UPC des fidèles qui est dirigé par Alexis Ndema. Alexis. Et je connais l'UPC légal qui est reconnu par l'administration territoriale dirigée par Luka Basile et Victor Onana. Et le Manidem qui est d'obédience UPCiste aussi. Voilà les trois forces qui ont travaillé pendant près de 4 mois. Et les travaux ont été transmis aux états-majors des partis pour prise en compte. Voilà où nous sommes. Alors, la divergence, c'est là qu'elle intervient. Oui, bien sûr. Et pourquoi cette divergence intervient-elle, à votre avis, et quelles en sont aujourd'hui les conséquences? Oui, cette divergence de vue intervient parce que la majorité des camarades pensent que, après 22 ans, le Manidem doit gérer au moins les municipalités. Cela n'a pas été du goût de certains camarades qui pensent que Omiobe n'avait pas été député ni maire, donc l'essentiel, c'est pas de gagner des postes électifs. Et c'est cette divergence de vue qui a donc amené des camarades à prendre une décision, et une orientation vers que nous allions aux élections et que nous gagnions des postes électifs. C'est ça, cette divergence de vue. Mais il semble que l'affrontement a été plutôt à la limite violent à Bafia lors du comité. Certains ont claqué la porte. Anissé Kane a claqué la porte, par exemple, s'il faut être tout à fait précis. Il a claqué la porte de ses travaux. Et c'est bien cela. Imaginez-vous quelqu'un qui parle de Douala pour Bafia un vendredi soir, paye une nuitée d'hôtel et arrive à la réunion le samedi 25 mars, il claque la porte. Ça veut tout dire. Faire 400 km et ne pas assister à la réunion, ça veut dire que le problème était très grave. Parce qu'il savait exactement qu'un mois avant, lors du bureau politique qui s'est tenu à Douala, on en a discuté. Le bureau politique a donné son accord pour que ces négociations continuent. Et ayant vu que la majorité des militants présents à Bafia étaient favorables à cette position, à ce rapprochement, et camarade Kane a préféré claquer la porte de la réunion et il est rentré sur Douala. Voilà. Mais alors l'option des alliances a été entérinée, donc en dehors, en son absence, sans qu'on ait plus besoin de lui dans ce cas de figure. Et le camarade Kane est un camarade comme tous les autres. Il n'a pas une voix prépondérante. Et pour être plus clair, ce rapprochement déjà, ce n'était pas pour la signature d'une quelconque alliance. C'était en fait pour faire les états généraux de l'UPCisme. Quand nous nous sommes retrouvés avec... Parce que vous êtes finalement tous des UPCistes. Oui, justement, parce que... Oui, parce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'UPC est tellement émietté? Nous pensons qu'après avoir fait une réunion, je voulais dire, une concertation avec les dirigeants de l'UPC, nous avons fait un constat. L'UPC dit que le Cameroun va très mal et pour résoudre les problèmes du Cameroun, il faut organiser une table ronde, identifier les maux qui minent le Cameroun, trouver les solutions et mettre une équipe pour gérer ces solutions-là.
Au Manidem, nous pensons que le Cameroun va mal. Il faut les états généraux de la nation pour identifier les maux, trouver des solutions et les résoudre. Quand vous faites ces deux rapprochements, vous voyez que c'est la même chose. Pourquoi nous tous, nous sommes des UPCistes et nous constatons que l'UPC va mal, l'UPCisme va mal. La moindre des choses, donc, avant d'arranger le problème du Cameroun, arrangeons d'abord le problème de l'UPCisme. C'est pour ça qu'on a dit, faisons d'abord les états généraux de l'UPCisme. Comme ça, on verra qu'est-ce qui nous sépare. Pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau-là? C'est les états généraux de l'UPCisme. Après ces états généraux, il y a 3 voies possibles. Soit c'est le statu quo, ça veut dire que on ne pourra jamais être ensemble, on ne pourra jamais réfléchir ensemble. Soit c'est la création d'un front où chaque parti d'obédience UPCiste va rester dans sa formation politique, mais obéir à l'orientation que le front donnera, ou alors faire une fusion. Voilà les 3 voies possibles qui sortiront des états généraux. Pour le moment, nous ne savons pas quelle sera l'issue. Mais alors, à votre avis, quelles sont les motivations de ceux qui sont opposés à ce projet? Est-ce que vous nous en dites pas assez là? Est-ce qu'il y a d'autres motivations? Bon, vous nous dites, M. Anissé Ekane est venu à Bafia, il a parcouru 400 km, il a claqué la porte. Mais est-ce que vous comprenez qu'il puisse s'opposer aussi fermement à votre volonté de recoller les morceaux? Sauf être magicien pour savoir ce que quelqu'un d'autre pense, je ne saurais pourquoi le camarade est réticent à ce rapprochement-là. Toutefois, il a déclaré dans certains médias que Oumniobé n'a jamais été ni maire ni député, donc l'essentiel, ce n'est pas d'avoir un poste électif. Le plus important, c'est d'avoir un nom, comme Oumniobé a laissé un nom, c'est le plus important. Et les camarades de la base pensent que ce n'est pas le plus important. C'est pour cette raison que les camarades ont pensé qu'il faut avancer. Surtout qu'un parti politique compte sur la légalité et la légitimité. La légitimité se fonde sur la base militante. Aujourd'hui, toute la base pense que notre orientation est la meilleure. D'où la légitimité du travail que nous faisons. La légalité aussi, elle est administrative. Ça aussi, l'administration sait qui détient la légalité. Nous avons tenu un CNC le 29 juillet à Bafia, où nous avons pris des résolutions fortes. Je rappelle que CNC, dans le cas du Manidem, c'est Comité national de coordination, qui est la direction du parti. Oui. C'est elle qui gère le parti entre 2 congrès. Et elle a donc pris la décision de suspendre le camarade Anissé Ekane jusqu'au prochain congrès. Je crois que c'est ça qui l'a amené à sortir de Ségom. Alors, mais est-ce que ça voudrait dire qu'on est en train de se débarrasser d'Anissé Ekane dans le cadre du Manidem? Est-ce que on a décidé de tourner la page d'Anissé Ekane? On sait que jusqu'ici que c'est quelqu'un d'assez puissant dans le cadre du Manidem, non? Il n'y a pas de puissant dans le Manidem. Tous les militants sont des militants. La preuve, le camarade Ekane a été suspendu jusqu'au prochain congrès. Et il n'est pas exclu du parti, il est suspendu. Mais cela veut dire quoi? Il n'a pas droit à quoi? Il a droit à quoi? Il est simple militant. Il était secrétaire national, il était membre du bureau politique et membre du CNC. Et depuis le 29 juillet 2017, il devient simple militant de base. Donc il n'a plus le droit de parler comme dirigeant du parti.
Mais il est militant de base. Et n'assiste non plus aux réunions des instances statutaires du parti. Non, il ne doit plus assister aux réunions du parti. Sauf s'il est invité spécialement, parce qu'on peut inviter un militant de base. Mais c'est un poids lourd, Anissé Kane, dans le Manidem. Je ne pense pas que ce soit un poids lourd. Peut-être que c'est quand même candidat 2 fois à la présidentielle. Candidat 2 fois. Oui. Bon, il n'est pas le seul Camerounais qui soit allé aux élections 2 fois au Cameroun. Donc, si être candidat 2 fois, ça veut dire qu'on est un poids lourd. Moi, je dirais non. Surtout que à la 2e fois, après les primaires, c'est pas lui qui était premier. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. En 2011. Ce n'était pas lui le candidat du parti au départ. Non, ce n'était pas lui le candidat du parti au départ. Nous avions fait des primaires, il y avait 4 candidats. Après les primaires, les résultats ont donné comme candidat du parti Dieudonné Yebga en tête. Le 2e était Anissé Kane. Le 3e était le camarade Abanda de Regrette Mémoire. Et le 4e était Jean Vela. Alors, moi, qui était très très efficace en back-office, qui n'était pas connu du grand public, qui n'était pas connu des médias, je me suis dit, ça ne sert à rien que Kane qui est connu, que le président Abanda qui est connu, ne soit pas candidat. Ce serait un peu difficile que les gens comprennent pourquoi je sors de back-office pour être candidat. J'ai donc retiré ma candidature au profit du 2e qui était Anissé Kane. Et c'est même pour cela que j'ai été le directeur de campagne du candidat du Manidem en 2011. Voilà comment ça s'est passé. Alors si j'étais égoïste, si je ne pensais qu'à moi, je n'allais pas retirer ma candidature et ce serait moi le candidat du Manidem en 2011. Mais je ne l'ai pas fait et là, vous n'alliez pas me dire qu'il a été candidat 2 fois. Voilà. Donc vous avez privilégié l'intérêt du parti. Oui, quand nous faisons de la politique, nous ne la faisons pas pour nous. Nous la faisons pour le peuple camerounais. C'est ça même l'upécisme. Parce que quand Ruben Oumniobé se battait, il ne se battait pas pour lui, il se battait pour le Cameroun. Ceux qui se battent pour le Cameroun sont des vrais politiciens. Ceux qui se battent pour leur propre intérêt n'ont pas de place en politique. Le peuple ne doit pas s'aligner derrière ceux-là. Ils ne font pas de la politique, font de la politique politicienne pour leur propre intérêt. Mais tout de même, Dieudonné Yebga, est-ce qu'il n'y a pas un problème à Anissé Kane au Manidem, finalement? Au fait, comme vous le dites si bien, en 2009, le camarade Abanda de Regrette Mémoire avait fait une lettre au CNC et c'est cette lettre qui a amené le camarade Anissé à démissionner. Et cette lettre a été publiée dans un numéro de journal Germinal tout récemment. Et c'est ça qui fait problème. Donc le camarade Anissé n'était pas parti de lui-même. Et ça, il n'a jamais accepté cela. Alors cette lettre d'Abanda Nkwama, de Regretter Mémoire, qu'est-ce qu'elle disait? Elle reprochait quoi à Anissé Kane? Oui, elle reprochait beaucoup de choses. Je ne vais pas étayer ici. Mais il faut comprendre que le camarade Abanda reprochait au camarade Anissé d'avoir les entrées avec certains responsables du pouvoir en place. Et on lui a demandé de gérer ses relations sans influencer la marche du parti. Et voilà. Et voilà que après tout cela, quand les camarades veulent aller aux élections et que le camarade Anissé est contre cette vision, nous pensons que cela voudrait influencer la vision du parti. C'est pour cette raison qu'il a été mis de côté pour que le parti avance. Donc Anissé Kane
n'influence pas le Manidem, sinon il ne serait pas mis de côté. Oui, mais alors, est-ce que finalement on lui reproche d'avoir quelques amis? Est-ce qu'on ne lui fait pas un procès en sorcellerie? Avoir des amis dans le pouvoir, est-ce que cela vous... est-ce que cela voudrait dire que vous n'êtes plus un opposant? Est-ce que cela voudrait dire que vous n'avez plus de convictions? Si en 2009, il a été reproché de cela, et que nous avions continué, ça veut dire qu'on peut avoir les amis partout. Mais sauf qu'il ne faut pas influencer la marche du parti. C'est ça le problème. Quand vous avez vos amis en Chine, en Union soviétique, aux États-Unis, cela ne vous empêche pas d'avoir votre vision personnelle. Et là, nous avons vu là tout de suite qu'il voulait influencer la marche du parti. Et il faudrait donc qu'il reste un peu de côté que nous avancions. Oui, mais tout de même, est-ce que finalement on ne va pas solder tous les comptes à Anissé Kane, puisque même on a vu qu'il a pris beaucoup de place dans votre parti, dans le Manidem. Par exemple, le siège du Manidem était quand même chez lui. Il y est encore. Il y est toujours. Et déjà, ce sera une primeur là. Le siège de Manidem sera inauguré le 13 septembre, donc dans quelques jours. Oui. Et coïncide avec l'anniversaire de la mort de Oumiobe. Vraiment, c'est une coïncidence. Hein. Elle est fortuite. Oui, elle est vraiment fortuite. Oui, nous avons cherché parce que le CNC nous a donné, parmi les résolutions du 29 juillet, nous a donné une résolution de trouver un siège avant le 31 décembre 2017. Et donc, nous sommes mis à chercher un siège, nous l'avons trouvé et il sera inauguré le 13 septembre 2017. Pour revenir donc au siège, entre guillemets, du Manidem au Carrefour Tif, le Manidem a été créé par l'UPC Manidem. C'était le 3 mars 1995. Quand le Manidem a été créé, nous sommes venus présenter le récépissé au comité directeur de l'UPC Manidem et le secrétaire général de l'époque, Mokoko Priso, a dit c'est bien comme le Manidem a été reconnu par l'administration, mais nous allons garder ce récépissé et il sera utilisé en temps opportun. Nous, les jeunes cadres qui étaient formés, je vous rappelle que le camarade Abanda a fait un travail énorme. Il avait sélectionné une dizaine de jeunes camarades en prélude à la création du Manidem qui étaient formés tous les week-ends par des experts dans tous les domaines, tous les week-ends. Et parmi ces jeunes cadres formés, 3 se sont donc concertés et sont partis trouver Anissé Kane à son domicile au Carrefour Tif. Et parmi ces 3, il y avait Madame Abanda, la veuve de camarade Abanda, Melchior Damien, et moi-même. Nous sommes partis voir Anissé Kane au Carrefour Tif, à son domicile. Nous lui avons dit, un parti politique légalisé, avec un récépissé, ne veut rien dire si on ne travaille pas sur le terrain. Et comme lui, il avait été porte-parole officiel du parti, donc son travail c'est communiquer. Or, la communication seule ne fait pas des structures du parti. Nous lui avons dit, nous allons donc travailler en back-office pour faire grandir le parti. Nous sommes mis au travail et vous avez constaté que en 1996, c'est-à-dire un an juste après la création du Manidem, lors des municipales, nous avions présenté 7 listes. Alors qu'en 2013, nous n'avions présenté qu'une seule liste au municipal. Nous avons présenté 5 listes à Douala, une liste à Dibombaré et une liste dans le camp. Par le travail que nous faisions sur le terrain. Vous voyez donc que nous avions commencé à travailler chez lui et on s'est habitué à travailler là. Il a été président du Manidem
nous avons continué à travailler là jusqu'en 2009. Et Alors, rappelez-vous, les municipales 96 plutôt. Oui. C'est ce que vous voulez dire, pas 2016. 96, oui. 96, Oui, pas 2016. Oui, non, 96. Voilà. Municipal de 1996. Oui, 96. Là, vous aviez des listes un peu partout. Voilà. Et vous voyez que le travail que nous avions mené sur le terrain, le travail de fond, d'organisation, de mobilisation, Oui, avait porté ses fruits. Mais en 2013, nous avons eu une seule liste. oui. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et maintenant, le siège du Manidem Et donc, restez chez Anissé Ekane. est donc resté. Puisque c'est à lui que vous vous êtes adressé en ce moment-là. Il est resté chez Anissé Ekane jusqu'en 2009, quand il démissionne du parti. Mais souvenez-vous, quand le camarade Mbanda Kani, oui. prend la tête du parti, la première chose, c'est la délocalisation du siège, qui a valu son poste. Qui lui a en poste à Bandakani. À Bandakani, Il a c'est pour voulu, ça. lui, tout de suite délocaliser au siège du Délocaliser. domicile d'Anissé Ekane pour... Pour un endroit neutre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Bandakani a fait 6 mois, parce que il y a eu un travail qui a été fait, je ne sais pas comment, pour le mettre en minorité. Il a été mis en minorité et il a préféré démissionner et il est parti. Le camarade Abanda est arrivé, et comme c'était son vieil ami, Anissé Ekane, si vous avez lu la lettre de 2009, il le souligne quand même là, que Oui, malgré 30 ans d'amitié, D'amitié. il est obligé quand même de dire certaines choses. Donc on a essayé de gérer ça d'une certaine façon. Mais les camarades disaient à tout moment que nous devrions partir de Bonatibon. En réalité, c'était le domicile privé d'Anissé Ekane. Et là, il n'y avait aucun papier qui attestait que c'est un bien du Manidem. C'est pour cette raison que nous avons décidé au CNC de Bancomo, du 29 juillet 2017, de trouver un siège au Manidem. Voilà. Donc, dans ces conditions-là, vous avez tourné d'une certaine manière la page Anissé Ekane, le siège du Manidem, à son domicile. On n'y reviendra plus. Oui, non, là c'est clair, le Manidem a son siège désormais, et pas qu'on a tourné la page d'Anissé Ekane. Ekane est resté le militant du Manidem. Et s'il veut, c'est juste une sanction, il peut faire un recours au CNC. Le CNC analysera. Mais s'il ne fait pas de recours, on ira jusqu'au prochain congrès. Voilà. Mais lui, vous ne tenez pas compte de ce qu'il vous dénie la qualité de diriger le parti, de devoir diriger le parti. Et en qualité de quoi il le dirait? Nous avons des tests, et nos tests sont clairs. Il y a les attributions du président, il y a les attributions du secrétaire général, il y a les attributions du secrétaire à la formation qu'il était hier, il y a les attributions pour chaque responsable. Alors, quand il le dit, je l'ai dit tout à l'heure, soit il le dit de mauvaise foi, soit il ne maîtrise pas le texte, c'est tout. Alors, vous parlez d'alliances, vous avez entrepris de faire des alliances, déjà avec l'UPC, mais est-ce que vous envisagez d'en faire d'autres en dehors du cercle de l'UPC qui est votre cercle d'origine, on va dire? Nous pensons sincèrement que à l'arrivée de la démocratie au Cameroun, je ne sais pas quel âge vous aviez quand on a marché pour la libération de Mbouamasok. Oui, les années 90 quand même. Oui. Oui. Je sais pas 91, 92, oui, bon, nous étions encore 91. très jeunes. Très jeune. Oui. Alors, cette marche avait regroupé tous les partis de l'opposition de l'époque. Et je vous assure que l'UPC, il n'y en avait qu'une seule, avait un carré de plus de 2 km. Pendant que les autres partis avaient... Ça s'est passé à Douala. Ça s'est passé à Douala. Absolument. Pendant que les autres partis avaient le carré de 10 mètres. Je me souviens, le SDVT devant nous, ils avaient un carré de 10 mètres. Oui. Avec ce qui arrivait
parce que nous avons voulu créer l'Union pour le changement, choisir un candidat pour l'opposition. Et quand on a choisi le président du parti qui a montré quand même ses preuves, c'était John Frondi. Les Camerounais ont vu que le pouvoir est proche. La majorité des UPCistes sont allés au SDF, sont partis pour créer, sont sortis de là pour créer leur propre parti. Donc parmi les 300 partis politiques qui existent aujourd'hui, la plupart, il y a au moins 100 qui sont d'obédience UPCiste. Donc notre objectif, c'est de regrouper tous les partis politiques d'obédience UPCiste, que nous créions un front UPCiste, ensuite faire une carte électorale où ces partis vont se représenter sous leur bannière avec le support du front UPCiste. Et ça permettra donc, quand un parti politique d'obédience UPCiste, c'est-à-dire du front UPCiste, est quelque part, tous les autres le soutiennent. Et il y a plusieurs tendances quand on veut faire des alliances. Nous pensons qu'il serait important de faire des alliances idéologiques que de faire des alliances individualistes. Parce que quand c'est une personne que vous soutenez, quand cette personne n'est plus là, que devient l'organisation? Or, quand c'est une alliance idéologique, quelle que soit la personne qui est à la tête, l'organisation fonctionne. C'est pour cette raison que nous disons qu'il faut créer cette vision UPCiste que nous avons tous connue. L'UPC n'était pas seulement une affaire de la Sanaga maritime. L'UPC à l'époque, de l'extrême nord, à l'ouest, à l'est, à l'extrême nord, au sud-ouest, au nord-ouest, l'UPC était partout. C'est ce que nous voulons recréer. Et si nous le faisons, je ne vois pas comment nous n'allons pas changer ce pays. Cela écarte-t-il l'hypothèse d'une candidature du Manidem à la présidentielle 2018? Cela écarte d'emblée la candidature en solo d'une candidature du Manidem en 2018. Par contre, si dans ce front-là, le militant du Manidem est choisi, comme Foundi l'avait été en 92, pourquoi pas? C'est exactement ce qui avait été fait en 92. Le petit SDF avait été choisi pour devenir grand. Donc nous pensons qu'il faut mettre une vision sur la base d'une idéologie, quelle que soit la personne qui sera à la tête, ça marchera. Alors, sortons du Manidem et parlons d'une actualité beaucoup plus nationale. Il y a eu la libération des leaders anglophones et des autres personnes incarcérées dans le cadre de la crise anglophone est intervenue il y a quelques jours suite à une décision du chef de l'État décidant de l'arrêt des poursuites judiciaires contre ces personnes. Bien entendu, on n'a pas libéré toutes les personnes, mais la majorité d'entre elles a été libérée. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette issue en ce qui concerne cette crise? Le président Biya avait dit, si j'ai bonne mémoire, en 1991-92, que la politique, c'est l'art de gérer les contradictions. Donc ça sort de lui. Je me réjouis que 8 mois après, qu'il remette la balle au centre, parce qu'il n'est pas normal qu'on commence une négociation avec certaines personnes qui se sont présentées, on les connaît, en pleine négociation, ils sont transférés dans des geôles. Ça, c'est pas normal. Ce qui a été fait, c'est que nous sommes revenus 8 mois en arrière, tout simplement. Maintenant, il faut poser le vrai problème sur le terrain et qu'on en parle. Le vrai problème, c'est lequel? Le vrai problème est celui-ci. Les anglophones ont
parlé du problème des avocats, ils ont parlé des enseignants, ils ont parlé d'autres choses. Nous disons que c'était des prétextes, nous pensons, parce que c'était bien huilé quand on a regardé la suite des choses, c'était bien huilé. L'enchaînement logique des événements. J'ai suivi des Camerounais disent que il n'y a pas de problème anglophone dans ce pays. Si vous allez en Bouddha, pour arriver à Bamenda, c'est compliqué. Vous pouvez mettre facilement 4 heures du temps pour une distance de peut-être près de 100 km. Il n'y a pas de route. Si vous allez en Gambie, vous allez trouver le même problème. Donc les Camerounais pensent que ces problèmes sont les problèmes de tous les Camerounais. Mais ce que nous disons au Manidem, c'est que les Camerounais de la zone anglophone ont 2 problèmes. Il y a ce problème général de la malgouvernance pour tout le Cameroun qui concerne les Camerounais du sud-ouest, du nord-ouest, de l'est, de l'ouest, du nord, de l'extrême nord, de la Damawa, du centre, du sud, de l'est, tout le monde. Ce problème concerne tout le monde. Le second problème est celui de Fumban 61. Le problème anglophone par rapport au mariage entre le Cameroun oriental et le Cameroun occidental. Donc il y a ces 2 problèmes. Il ne faut donc pas que les Camerounais disent qu'il n'y a pas de problème anglophone. Tous les problèmes que nous avons, on les retrouve partout. C'est vrai, on les retrouve partout, mais le second, c'est qu'il y a un problème d'engagement. On a dit que les anglophones qui sont là doivent être gérés comme ceci. Ça, c'est la réunification qui s'est passée. C'est pour ça que les pères fondateurs de l'indépendance de notre pays, qui sont Ruben Oumniové et les autres, ont bien parlé de la réunification d'abord. Avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Oui. Et vous allez me poser la question tout à l'heure sûrement. Mais alors, finalement, on a mis la charrue avant les bœufs. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on a tous ces problèmes. Absolument. Vous allez me demander tout à l'heure pourquoi vous écrivez souvent le Cameroun avec K. Bien sûr. C'est parce que ce problème francophone, anglophone, ne devrait pas exister. Le Cameroun n'a pas été colonisé par des Anglais ni des Français. Nous voulons donc d'abord repartir à l'époque. C'est-à-dire que le cas avec sous la colonisation allemande, oui. Si nous étions sous la colonisation allemande, on ne parlait jamais du problème anglophone. Or, si nous partons à ce niveau-là, vous voyez que ce problème sera mis de côté. Et nous allons donc parler des problèmes du Cameroun. Oui. Et pour parler des problèmes du Cameroun, si on arrive à ce niveau, il y a une seule solution. C'est le retour au fédéralisme, c'est cela? Quand on dit retour au fédéralisme, ça sort comme ça. Mais non, on n'est pas sûr que c'est ça qui est vrai. On peut bien aller au fédéralisme, à 2, à 4, à 10. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut d'abord organiser les états généraux de la nation. Comprendre pourquoi nous sommes à ce niveau. Quand nous allons analyser, c'est après cette analyse qu'on va se dire que oui, ce qui est bon pour nous, c'est la décentralisation. Non, c'est le fédéralisme. Non, c'est ci. Non, c'est ça. Mais sortir tout de suite comme ça, dire que nous voulons le fédéralisme à 2, vous avez fait quelle analyse? Nous ne sommes plus en 61. Nous voulons le fédéralisme à 10. Ce n'est pas parce que dans la Constitution, on a dit que nous sommes un État décentralisé qu'il faut absolument s'y tenir. Oui, et que la forme de l'État n'est pas négociable. Non, M. Biya a dit que la politique, c'est là. Donc vous dites que le gouvernement a tort d'affirmer que la forme de l'État n'est pas négociable. Je dis que le président de la République, son Excellence Paul Biya, l'a dit en 92 ou 91, je ne sais plus, mais c'était pendant les années de Brel, que la politique, c'est l'art de gérer les contradictions. Il a dit hier que la forme de l'État n'est pas négociable. Il va dire demain que c'est négociable parce que lui gère, c'est un politicien. Il gère les contradictions, donc il va le dire. Donc nous pensons que nous devons nous asseoir
et en discuter. Manidem propose donc les états généraux de la nation. C'est à l'issue de ça qu'on va comprendre quel est le véritable problème. Parce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le fédéralisme à deux qui est bon, mais après analyse, on constate que c'est pas bon. Donc il faut d'abord faire des analyses. C'est ce que nous pensons. Et nous avons une proposition à cela. Oui, qu'est-ce que vous suggérez? Nous avons suggéré qu'il nous faut faire des rapprochements en fonction de nos cultures. Absolument. Des aires géographiques. C'est cela. Voilà. Et je vais vous prendre deux exemples. Si vous prenez un chef du Nord-Ouest, il s'habille, il s'assied là. Vous prenez un chef de l'Ouest, il s'assied là. Il s'habille, il s'assied là. Un profane ne saura jamais s'ils sont différents ou pas. C'est les mêmes gens, c'est les mêmes tenues pratiquement. Oui. Et pourtant, il y a un qui est francophone, l'autre anglophone. Si vous venez dans le littoral, vous prenez un chef Douala, vous prenez un chef du sud-ouest, oui. Bakweri par exemple, qui s'habille, ils se ressemblent. Oui. Mais nous avons donc proposé au Manidem que faisons ce rapprochement-là, c'est-à-dire créons une région nord-ouest-ouest, parce qu'ils se rapprochent, même dans leur façon de vivre. Oui. Créons une zone qui va regrouper le sud-ouest, le littoral et la grande Sanaga maritime, parce que quand un Bombok s'habille, un Sawa s'habille, ça s'apparente. Il y a des similitudes. Des similitudes. Oui. Donc c'est des gens qui se ressemblent. Mettons tout le Grand Nord et mettons tout le Grand Centre, Sud et Est. Oui. C'est des gens qui se ressemblent dans leur façon de faire. Regroupons-nous d'abord. Donc cela nous ferait 4 États. 4 régions. 4 régions. 4 régions. Oui. Ça dépend du contenu qu'on donne, que ce soit l'État, que ce soit région, ça dépend du contenu. Tout à fait. Donc nous avons donc pensé que c'est la meilleure façon de faire. Et quand on le fait, on se dote d'une langue nationale. Par exemple, dans le Grand Nord, on va parler le Fufulde. Dans le Grand Centre du Sud et Est, moi j'avais fréquenté à Bertois, on parlait ce qu'on appelle le Mongewondo. Absolument. Vous voyez donc, les centres Sud et Est vont parler, par exemple, le Wondo. Oui. Avec des déclinaisons sur le Mongewondo, par exemple. Par exemple. Mais ils vont s'entendre. Dans le Grand Littoral, c'est-à-dire la Grande Sanaga maritime, le Sud-Ouest, le Douala, voilà. On va prendre soit le Bassa, soit le Douala. Et je vais vous dire, dans le Sud, vous allez trouver des gens qui parlent le Bassa. Et à Kribi, vous allez trouver des gens qui parlent le Bassa. Et, voilà. Et à Douala, il y a... Donc c'est une langue qui peut être commune. Quand nous rentrons donc dans le Grand Ouest, qui sera composé du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, on peut prendre le Féfé, le Dumba, c'est des langues qu'on apprend à l'école. On fait d'abord ce regroupement-là, et vous verrez que nos cultures vont se rapprocher, et on ne parlera plus d'une zone anglophone, parce que déjà, on a mis le Nord-Ouest et l'Ouest ensemble par rapport à leur culture. On a mis le Sud-Ouest, le littoral et la Grande Sanaga maritime par rapport à leur culture, et ils vont bien s'entendre. Et vous voyez qu'on se rapproche progressivement. Notre objectif, c'est qu'on arrive à démystifier ce qu'on appelle anglophone, francophone, que nous soyons un Cameroun uni, un vrai Cameroun avec le grand K, le Cameroun au temps des Allemands. On va oublier que tel est anglophone, tel est francophone. Voilà un peu notre vision. Alors, donc, cela voudrait dire, quand on écoute votre raisonnement, que une déclaration comme celle des patriarches Béti, qui appelle à libérer les Béti qui ont été emprisonnés, qui sont emprisonnés dans le cadre de l'opération Épervier, pour vous n'est pas pertinente. Oui, moi je pense que cela ressort de la malgouvernance. Maintenant, comme tout se gâte, même les bandits, il faut les sortir. Mais vous voyez que c'est pour ça que j'ai apprécié la libération de certains anglophones qui ont été arrêtés. Oui. On n'a pas libéré tout le monde. Parce qu'il y en a qui ont fait des choses qui
qui sont condamnables. Il faudrait qu'ils soient condamnés, même symboliquement. Même s'il faille qu'ils soient libérés, il faut qu'ils soient condamnés, même symboliquement. On ne peut pas brûler un commissariat et on vous laisse comme ça, même si c'est 1 mois ou bien 6 mois de prison, qu'ils soient condamnés 6 mois, même si on te libère. Maintenant, les bandits à col blanc, ceux qui ont volé, on a vu, c'est vrai qu'ils sont nombreux, encore libres. Il faut que tout cela rentre au CED ou bien à Kondengui ou bien je ne sais pas où. Mais il ne faut pas que les patriarches bêtis. En fait, je comprends, hein, ils le disent pour mettre en mal M. Biya, c'est tout, hein, pour qu'on lui dise que ce que tu as fait là, maintenant, il faut libérer. Non, ça c'est pour le mettre en mal. Et ça ressemble un peu à une fin de règne, là où tout est permis, tous les coups sont permis, même en dessous de la ceinture. C'est un peu cela. Alors, on aurait quand même, le gouvernement espérait qu'en libérant les leaders anglophones à la veille de la rentrée scolaire, que tout irait dans l'ordre en ce qui concerne la reprise des classes dans la partie anglophone justement, mais apparemment les résultats ne sont pas ce qu'on espérait. Comment vous appréciez cette situation? Je l'ai dit à l'entame de cette émission, quand vous m'avez posé ce problème, on est revenu 8 mois en arrière, tout simplement. Donc on a, comme on dirait si on était au football, que nous avons remis la balle au centre. Il faut qu'on recommence les négociations là où on les avait arrêtées à l'époque. C'est pas parce qu'on a libéré certaines personnes à la veille de la rentrée que les gens allaient tout de suite aller à l'école. Et il serait même imprudent pour un parent d'envoyer son enfant à l'école avec ce que nous voyons. Sinon, s'il faille que cela soit fait, il faudrait que chaque enfant soit accompagné d'un gendarme. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Ouais. Parce que ce que nous avons constaté chez nos frères du nord-ouest et du sud-ouest est qu'il y a 2 camps. Il y a le camp des sécessionnistes et le camp des fédéralistes. Il faudrait donc qu'on voit maintenant quel est le camp qui est majoritaire, quel est le camp qui peut contrôler ce mouvement-là. Si c'est le camp des fédéralistes, il faudrait rapidement que monsieur le président de la République, qui me suit sûrement, essaye d'organiser un dialogue pour qu'on parle de la forme de l'État. En le disant, ça va apaiser la situation. Je l'ai dit que la politique, c'est lui qui l'a dit, c'est là de gérer des contradictions. Et je demanderai au président de la République d'appliquer cette théorie, d'appeler à une négociation, qu'on analyse la forme de l'État. Et je vous rassure que s'il le dit, ça va apaiser la situation. Même si la forme de l'État ne sera pas celle souhaitée, mais si ce débat est ouvert, je pense que les enfants iront à l'école. Maintenant, si c'est les sécessionnistes qui sont majoritaires, qu'ils disent que nous allons ouvrir un dialogue sur la forme de l'État, ils vont dire que nous sommes déjà partis. Or, moi je pense qu'ils ne sont pas majoritaires et nous disons que le Cameroun est un et indivisible. Nous n'allons jamais accepter que nos camarades, nos amis, nos frères anglophones viennent au Cameroun en sollicitant un visa. Nous n'allons jamais l'accepter. Nous devons voyager au Cameroun, aller dans toutes les villes que nous souhaitons sans un laissez-passer. Alors, donc, vous souhaitez, est-ce que vous ne souhaitez pas, bon, dans ce débat, vous dites il y aura un débat, vous appelez un dialogue national, quelle est la configuration que ce dialogue devrait prendre, genre tripartite 91 ou alors quelque chose de plus différent? Ça dépendra du contenu.
Si nous voulons résoudre les problèmes du Cameroun, il serait important d'organiser les états généraux, c'est-à-dire ne pas seulement résoudre un seul problème. Absolument. Il faudra organiser Mettre tout sur la table. Tout sur la table. On organise les états généraux de la nation, on identifie tous les maux qui nous minent et on trouve des solutions. Mais si on veut résoudre un seul problème, parce que là c'est le problème anglophone, alors c'est un problème qui sera résolu, mais ça ne va pas, parce que dès qu'il sera résolu, vous avez vu les patriarches bêtis qui ont demandé qu'on libère aussi les leurs. Dès qu'on va résoudre le problème anglophone, il y a un autre qui va naître, ainsi de suite. Donc la meilleure façon, c'est d'organiser les états généraux de la nation pour d'abord identifier tous les problèmes, les identifier. Maintenant, on peut mettre un chronogramme des résolutions de ces problèmes-là, et ça met quand même des gens en confiance qu'il y aura le problème anglophone qui est prioritaire, qui sera résolu, il y aura le problème de l'éducation qui sera résolu, il y aura le problème de la santé, il y aura le problème d'infrastructure, il y aura l'électricité, il y aura l'eau, ainsi de suite. Tous ces problèmes-là, il faut d'abord qu'on puisse les identifier, voilà, et on trouvera les solutions. Mais en 1991, le président de la République avait dit la conférence nationale, elle est sans objet. Après, on a eu la tripartite en 91. Vous appelez maintenant un dialogue national. Est-ce que vous ne craignez pas, vous dites états généraux, voilà, c'est la formule que vous utilisez. Est-ce que vous ne craignez pas que le président Paul Biya dise à nouveau, c'est sans objet? Quand on parle de conférence nationale, on a peur de ça parce que derrière se cache le tribunal de ceux qui ont géré le pays. Oui. C'est ça en fait. Ils ont peur. Il avait peur qu'on l'envoie au tribunal. Voilà. C'est ça qui faisait peur. Mais là, nous disons, les états généraux, on n'a pas parlé du pouvoir central. On a dit quels sont les problèmes qui nous dérangent. C'est tout le problème. Tout le monde connaît. On a le problème des routes, on a la santé, on a l'école, on a le problème anglophone, on a le problème des patriarches bêtis. On a tous ces problèmes-là, on les connaît. On n'a pas parlé, on n'a pas dit là qu'il y a le problème de tout dit. Non, il n'est pas un problème. Il n'est pas question d'appeler au départ de Paul Biya. Non, il n'est pas question d'appeler. Est-ce qu'on n'imagine pas un cas de figure comme celui-ci, les états généraux font un glissement dans le genre, bon, le président Biya ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle 2018, il faut une clause comme celle-là, bon, puisqu'il a modifié la Constitution en 2008, bon, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas savoir ce qui sortira des états généraux. Oui. Parce que si vous voulez orienter les états généraux, alors vous allez avoir des choses comme cela. Mais nous disons que le Cameroun va mal. Voilà le seul problème. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve là, chaque expert est là, il dit dans mon domaine, voilà ce qu'il y a. Dans mon domaine, voilà ce qu'il y a. Voici le problème. Comment on le résout? Domaine par domaine. Maintenant, si ce Biya arrive, il dit que j'ai un problème à étudier, je ne dors plus. On dit, ok, c'est un problème, mais sur la table. Oui. On dit donc, bon, comme tu ne dors plus à étudier, le problème c'est quoi? Donc, ne dors donc plus à étudier, on met quelqu'un d'autre. Si c'est lui qui le pose. Mais nous disons que chacun dans son domaine devra exposer le problème qu'il a, qu'on trouve des solutions et on voit comment on le gère. Tout simplement. C'est ça les états généraux de la nation. On n'a pas parlé de la fin du mandat de M. Biya. Oui. Alors, président Dieudonné Ebga, passons à une autre préoccupation, cette fois-ci à la hauteur du continent africain. On a bien vu ces derniers jours, il y a eu un véritable coup de tonnerre au Kenya, dans le cadre de l'élection présidentielle qui s'y est tenue au mois d'août. La Cour suprême a ni plus ni moins procédé à l'annulation des résultats de cette élection présidentielle qui avait donné Uhuru Kenyatta, le président sortant, vainqueur avec plus d'1 million de voix d'avance sur son challenger, M. Raila Odinga. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire qu'une Cour suprême annule les résultats de l'élection présidentielle en Afrique? C'est de l'inédit tout de même. Qu'est-ce que je vais dire? Nous l'avons constaté tous et nous avons apprécié. Et ce que j'ajouterais pour le Kenya, nous savons que c'est un pays anglo-saxon. Et j'ai su un leader anglophone comparer la gestion du Cameroun occidental au Cameroun oriental par rapport à cette façon de gérer. Nous disons que les pays anglo-saxons ont une autre façon de faire de la politique.
Et vraiment, le cas du Kenya interpelle le Cameroun. Nous pensons que nos magistrats doivent être à la hauteur, doivent pouvoir prendre leurs responsabilités. Quand c'est mauvais, il faut qu'ils disent que c'est mauvais. Donc vous dites Dipanda Mouele en 92 aurait dû annuler l'élection présidentielle. Ah ben parce que ça, c'est comparaison n'est cette paraison, mais on a quand même vu la Cour suprême par l'entremise de M. Dipanda Mouele dire il y a eu des fraudes, mais elles ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats de l'élection présidentielle. C'est qu'on a en 92. Oui, vous savez, Dipanda Mouele ne pouvait pas faire différemment. Nous avons une loi électorale qui est mauvaise. Moi, je vais vous raconter une petite histoire parce que j'ai été membre de la Commission nationale de recensement de vote à la Cour suprême en 2011. Et en 2013 aussi. Oui. Alors, en 2011, pendant le dépouillement, la loi dit que les commissions locales renvoient à la Commission nationale un rapport. C'est-à-dire qu'ils finissent de faire une analyse, ils envoient le rapport à la Cour suprême. Et c'est ce rapport-là qui est analysé. L'analyse consiste à compter les voix et à voir s'il n'y a pas d'erreur, pas autre chose. Ce qui s'est passé, ça a attiré mon attention, en Arabie Saoudite, il y avait 2 bureaux de vote. Mais nous n'avions pas reçu le rapport de l'Arabie Saoudite à la commission. Voilà donc le président de la commission, Clément Atangana, vient par hasard nous lire les résultats. Non, la loi. loi. La loi. Oui. Dans la lecture, il ressort que dans une localité, si nous n'avons pas reçu un rapport lié à l'élection, si un responsable de l'administration est à cette localité, s'il nous envoie un rapport quelconque, on le prend en compte. Et en ce moment-là, le secrétaire général du ministère des Affaires extérieures de l'époque, les relations extérieures de l'époque, qui était membre de la commission, il dit: président, mais j'ai eu le fax de l'ambassadeur. Il dit: mais si vous avez eu le fax de l'ambassadeur, apportez-nous ce fax. C'est un document, c'est la loi qui le dit. Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires extérieures est sorti. Je vous assure qu'il n'a pas fait 10 minutes. Vous connaissez la bibliothèque de la Cour suprême et le ministère des Relations extérieures. Il n'a pas fait 10 minutes. Il est revenu avec le fax de l'ambassadeur. Il a lu et la loi dit que nous devons prendre ces résultats. Et on les a pris. C'est la loi qui le dit. Si vous lisez la loi ne permet donc pas à un juriste comme Dipanda Mouele de faire différemment. Il doit appliquer la loi, mais la loi étant mal faite... Vous lui trouvez des excuses là, Dipanda Mouele? C'est pas moi, c'est la loi qui est... Nous disons donc que dans ce pays, si nous voulons aller aux élections, il faut revoir la loi électorale qui est mauvaise. Et que font les partis politiques actuellement? On est quand même, on vient de boucler les inscriptions sur les listes électorales pour 2017. On va entamer 2018 dans quelques semaines. Les partis politiques, on n'en entend pas parler. Qu'est-ce qu'ils réclament? Ils réclament rien, pratiquement, non? Les partis politiques demandent aux Camerounais d'aller d'abord s'inscrire. Quand on fait une analyse politique, je vais vous dire ce que j'ai constaté. Il y a des stratèges qui pensent que ce pays est à eux. Mais non, ça va finir. Regardez, il y a 2 chambres. Il y a la chambre basse et la chambre haute. Et la chambre haute. Les 2 chambres sont en majorité aujourd'hui proches du pouvoir en place.
La première élection en 2018 sera l'élection des sénateurs, je crois avril-mars, entre mars et avril. Oui. Et vous verrez que c'est fait sciemment. Ce sera les conseillers municipaux proches du pouvoir, ce sera les députés proches du pouvoir, ce sera les sénateurs proches du pouvoir. Donc la chambre haute qui sera élue sera proche du pouvoir. Si l'opposition s'organise et gagne les élections des conseils municipaux et de la chambre basse, même si on arrive à modifier une loi à la chambre basse, elle ne sera jamais validée à la chambre haute. Donc, nous devons travailler pour... C'est un travail de longue haleine. Donc, si nous nous sommes engagés en politique, en réalité, ce n'est pas pour nous. C'est pour ces jeunes-là. Et je les interpelle à nous rejoindre dans cette... Parce que c'est eux qui vont gérer ça demain. Et quand je fais cette analyse-là, vous voyez très bien que les choses ne peuvent pas changer avant 5 ans. Parce que quand... Mais est-ce que c'est seulement avant 5 ans? Mais quand même, depuis, on peut quand même vous opposer, président Yebga, que le véritable affrontement ou la difficulté que le président Biya a eu, c'était 92. Mais depuis lors, il n'y a plus rien eu. Depuis 97, on peut dire que le président Biya roule sur du vélo. Oui, mais c'est... Et qu'est-ce que vous faites? Je dis donc que c'est une stratégie. Une stratégie menée par des stratégies du RDPC. C'est une stratégie bien huilée. Et nous disons donc, comme nous sommes aussi des analystes des stratégies, nous avons vu ce qu'ils ont fait et nous interpellons. Parce que j'apprécie Cabral et Libye qui amènent des jeunes à s'inscrire. Nous disons que les jeunes doivent s'intégrer, doivent rentrer en politique. Parce que s'ils ne s'approprient pas, qui va le faire? Ce n'est pas quand nous serons vieux. Moi, dès que j'ai 60 ans, 65 ans, je suis retraité politique. Je n'en fais plus. Il faudrait que ces jeunes-là prennent le relais. Donc nous disons que leur analyse des stratèges du RDPC fait qu'ils sont encore là au moins pour 5 ans. Au moins pour 5 ans, disons 6 ans, parce que 2010 c'est l'année prochaine, au moins pour 6 ans, et avec les 7 ans du mandat présidentiel, donc ils sont encore là. Nous devons donc essayer de casser ça. Et pour casser ça, il faut qu'on s'organise. Alors, est-ce que l'option du Togo, par exemple, actuellement, où on voit des Togolais dans la rue à l'appel de l'opposition pour réclamer de nouvelles réformes, ne vous paraît pas pertinente? Est-ce que, par exemple, on entend là-bas qu'il faut limiter le nombre de mandats présidentiels à 2? Alors, est-ce que voilà une action qui est plutôt évidente? Mais on n'a pas le sentiment que l'opposition au Cameroun aujourd'hui a des capacités d'appeler les Camerounais à se mobiliser pour réclamer quoi que ce soit. Une fois de plus, quand on parle de l'opposition, ce n'est pas le président que je suis. Un parti politique, c'est la vision. Oui. Il faut donc que les Camerounais adhèrent à cette vision. Combien de Camerounais militent dans des partis politiques aujourd'hui? Si nous demandons aujourd'hui aux Camerounais de nous suivre à une marche quelconque, ils seront combien? Les militants politiques seront là. Est-ce que ce n'est pas parce que l'opposition a déçu? Peut-être que... Oui, mais le président Dieudonné, en 92, l'opposition avait la majorité à l'Assemblée nationale. 92 sièges sur les 180. C'était une majorité absolue, mais on a bien vu le résultat, non? Nous reconnaissons que l'opposition a déçu, certes. C'est pour cette raison qu'il faut créer quelque chose qui va ramener la confiance à ce peuple-là. Et cette chose-là, c'est une vision politique, c'est une idéologie politique où les Camerounais vont se reconnaître. Si nous sommes donc en train de travailler pour l'upécisme, parce que tout le monde comprend aujourd'hui qu'il n'y a que l'upécisme qui peut. Et quand nous travaillons sur l'upécisme, nous ne travaillons pas pour un individu. Nous travaillons pour une idéologie. Et ça va ramener les Camerounais à dire que, au fait, on ne parle plus
de X ou de Y, mais on parle d'une vision. Mais que valent les leaders de l'opposition aujourd'hui? Il y en a combien, à votre avis, qui sont vraiment représentatifs de quelque chose? Même Froundi, à qui on prêtait des pouvoirs surnaturels en 92, on disait qu'il arrêtait les balles avec les mains. Il pouvait stopper les balles avec les mains. Mais aujourd'hui, quel est le leader de l'opposition qui vous paraît suffisamment charismatique pour mener cette lutte que vous appelez de tous vos voeux? Je dis encore une fois de plus que nous ne devons pas coller notre lutte sur une personnalité. Et on a dit que Froundi attrapait les balles. Oui. Dès qu'il ne peut plus attraper les balles, il ne veut plus. C'est ça l'inconvénient. Nous disons donc que mettons le charisme des hommes politiques de côté. Accrochons-nous sur le charisme idéologique. Et c'est ça qui va faire en sorte que nous changeons ce pays. Mais si nous attelons à dire que tel est charismatique, tel autre est charismatique, vive le président X, vive le président Y, on a tout faux. Nous devons être derrière une idéologie, quelle que soit la personne qui sera soutenue par cette idéologie-là, gagnera, quelle que soit la personne. Donc vous voyez l'alternance au Cameroun possible, vous la situez à peu près dans... Vous avez dit 5 ans, il y a le mandat présidentiel, il y a le mandat de député. Vous situez l'alternance finalement au Cameroun pour quand? Tout dépend. Tout dépend de l'engagement du peuple camerounais. Si aujourd'hui, dès que nous allons mettre notre vision en place, les Camerounais adhèrent à cette vision-là, nous avons d'autres stratégies d'élection, de contrôle de vote que nous ne pouvons pas exposer, mais que nous mettons en place pour la victoire finale. Nous demandons donc aux Camerounais de s'inscrire, d'adhérer à cette vision politique. Il ne faut pas adhérer derrière un leader charismatique, parce que quand ce leader n'est plus, tout le projet est dans l'eau, mais adhérer plutôt à cette vision idéologique, parce que nous avons derrière ça les outils de contrôle et de protection de votre vote. D'accord. Alors, président Dieu de Herga, sortons par là. Le Cameroun est un pays de football. Vous en pratiquez certainement, ou du moins vous êtes un amateur. Alors, le comité de normalisation de l'Africa Foot a été décidé. Les membres sont déjà en place. Comment avez-vous appris cette décision? Comment la voyez-vous? Est-ce que ce comité de normalisation peut faire sortir le football camerounais de l'ornière? Eh bien, je n'appellerai pas cela comité de normalisation, j'appellerai plutôt comité de renormalisation. Bon, quand j'ai dit cela, j'ai dit ce comité de normalisation qui est au Cameroun, qui est influencé par le ministre des Sports, j'ai peur que la politique s'y mêle. Et généralement, si on laissait les spécialistes faire leur travail, je pense que ce comité de renormalisation qui a été mis en place, si il a les mains libres, il fera du bon travail. Mais s'il est influencé par le politique, j'ai bien peur qu'on ait un autre comité de normalisation. Mais la CAF dit qu'elle espère que c'est le dernier comité de normalisation qu'on mettra en place au Cameroun pour sortir le football de la pataudière dans laquelle il est empêtré. Puisqu'il n'y a pas 203, donc ils ne peuvent pas dire que c'est ça le dernier comité. Quand ça ira mal, qu'est-ce qu'on fera? On va dissoudre la Fédération camerounaise de football, on n'en aura plus jamais. Donc le Cameroun, qui est un très grand pays de football, ne fera plus jamais de football. Mais ce qui est sûr, l'équipe qui a été mise en place, je leur souhaite une bonne chance et je demande aux politiques de laisser cette équipe faire son travail, et rien que son travail. S'il y avait un parti politique qui regrouperait tout le monde, ce sera le football. Parce que tous les Camerounais, que vous soyez de n'importe quel parti, quand le Cameroun joue,
le cœur bat de la même façon. Donnez-nous une dernière chance pour que ce comité fasse de bon travail. Vous souhaitez que les partis politiques aussi s'aligneront sur la même attitude que celle des Camerounais, donc avec cet exemple, cette image que vous venez de prendre, là, le président Ebga, de tous les Camerounais qui vibrent à l'unisson quand les Lions Indomptables jouent. C'est cela que vous visez aussi avec les partis politiques Oui, quand nous allons gérer ce pays, quand l'UPCisme gérera ce pays, nous allons arriver à ce niveau-là. Alors, merci beaucoup, président Dieudonné Yebga. Je rappelle que vous êtes le président du Manidem et que vous évoquiez avec nous un certain nombre de sujets. D'abord, la vie au sein du Manidem, marquée ces dernières semaines par quelques tensions, et puis l'actualité politique du Cameroun, sans oublier le football avec ce comité de normalisation. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que le Manidem est un grand parti dans ce pays. Quand vous faites appel à nous, et nous ne pouvons jamais refuser parce que nous devons faire passer ce message. Ce message permettra aux Camerounais de se mobiliser pour le futur. Tout dépend de vous. Merci encore. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant cet entretien avec le président du Manidem. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolis. Pour l'instant, restez avec les programmes d'Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Du secrétaire à la formation qu'il était hier, les attributions pour chaque responsable. Alors, quand il le dit, je l'ai dit tout à l'heure, soit il le dit de mauvaise foi, soit il ne maîtrise pas le texte, c'est tout. Alors, vous parlez d'alliances, vous avez entrepris de faire des alliances, déjà avec l'UPC, mais est-ce que vous envisagez d'en faire d'autres en dehors du cercle de l'UPC qui est votre cercle d'origine, on va dire? Nous pensons sincèrement que à l'arrivée de la démocratie au Cameroun, je ne sais pas quel âge vous aviez quand on a marché pour la libération de Mbouama-Soko. Oui, les années 90 quand même. Oui. Oui. Je sais pas 91, 92, oui, bon, nous étions encore très jeunes. Très jeune. Oui. Alors, cette marche avait regroupé tous les partis de l'opposition de l'époque. Et je vous assure que l'UPC, il n'y en avait qu'une seule, avait un carré de plus de 2 km. Pendant que les autres partis avaient... Ça s'est passé à Douala. Ça s'est passé à Douala. Absolument. Pendant que les autres partis avaient le carré de 10 mètres. Je me souviens, le SDV était devant nous, ils avaient un carré de 10 mètres. Oui. Avec ce qui est arrivé, parce que nous avons voulu créer l'Union pour le changement, choisir un candidat pour l'opposition. Et quand on a choisi le président du parti qui a montré quand même ses preuves, c'était John Frundi. Les Camerounais ont vu que le pouvoir est proche. La majorité des UPCistes sont allés au SDF, sont partis pour créer, sont sortis de là pour créer leur propre parti. Donc parmi les 300 partis politiques qui existent aujourd'hui, la plupart, il y a au moins 100 qui sont d'obédience UPCiste. Donc notre objectif, c'est de regrouper tous les partis politiques d'obédience UPCiste, que nous créions un front UPCiste, ensuite faire une carte électorale où ces partis vont se représenter sous leur bannière avec le support du front UPCiste. Et ça permettra donc, quand un parti politique d'obédience UPCiste, c'est-à-dire du front UPCiste,
Et quelque part, tous les autres le soutiennent. Et il y a plusieurs tendances quand on veut faire des alliances. Nous pensons qu'il serait important de faire des alliances idéologiques que de faire des alliances individualistes. Parce que quand c'est une personne que vous soutenez, quand cette personne n'est plus là, que devient l'organisation? Or, quand c'est une alliance idéologique, quelle que soit la personne qui est à la tête, l'organisation fonctionne. C'est pour cette raison que nous disons qu'il faut créer cette vision UPCiste que nous avons tous connue. L'UPC n'était pas seulement une affaire de la Sanaga maritime. L'UPC à l'époque, de l'extrême nord, à l'ouest, à l'est, à l'extrême nord, au sud-ouest, au nord-ouest, l'UPC était partout. C'est ce que nous voulons recréer. Et si nous le faisons, je ne vois pas comment nous n'allons pas changer ce pays. Cela écarte-t-il l'hypothèse d'une candidature du Manidem à la présidentielle 2018? Et cela écarte d'emblée la candidature en solo d'une candidature du Manidem en 2018. Par contre, si dans ce front-là, le militant du Manidem est choisi, comme Foundi l'avait été en 92, pourquoi pas? C'est exactement ce qui avait été fait en 92. Le petit SDF avait été choisi pour devenir grand. Donc nous pensons qu'il faut mettre une vision sur la base d'une idéologie, quelle que soit la personne qui sera à la tête, ça marchera. Alors, sortons du Manidem et parlons d'une actualité beaucoup plus nationale. Il y a eu la libération des leaders anglophones et des autres personnes incarcérées dans le cadre de la crise anglophone est intervenue il y a quelques jours suite à une décision du chef de l'État décidant de l'arrêt des poursuites judiciaires contre ces personnes. Bien entendu, on n'a pas libéré toutes les personnes, mais la majorité d'entre elles a été libérée. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette issue en ce qui concerne cette crise? Le président Biya avait dit, si j'ai bonne mémoire, en 1991-92, que la politique, c'est l'art de gérer les contradictions. Donc ça sort de lui. Je me réjouis que 8 mois après, qu'il remette la balle au centre, parce qu'il n'est pas normal qu'on commence une négociation avec certaines personnes qui se sont présentées, on les connaît, en pleine négociation, ils sont transférés dans des géoles. Ça, c'est pas normal. Ce qui a été fait, c'est que nous sommes revenus 8 mois en arrière, tout simplement. Maintenant, il faut poser le vrai problème sur le terrain et qu'on en parle. Le vrai problème, c'est lequel? Le vrai problème est celui-ci. Les anglophones ont parlé du problème des avocats, ils ont parlé des enseignants, ils ont parlé d'autres choses. Nous disons que c'était des prétextes, nous pensons, parce que c'était bien huilé quand on a regardé la suite des choses, c'était bien huilé. L'enchaînement logique des événements. J'ai suivi des Camerounais disent qu'il n'y a pas de problème anglophone dans ce pays. Si vous allez en Bouddha, pour arriver à Bamenda, c'est compliqué. Vous pouvez mettre facilement 4 heures du temps pour une distance de peut-être près de 100 km. Il n'y a pas de route. Si vous allez en Gambé, vous allez trouver le même problème. Donc les Camerounais pensent que ces problèmes sont les problèmes de tous les Camerounais. Mais ce que nous disons au Manidem, c'est que les Camerounais de la zone anglophone
ont deux problèmes. Il y a ce problème général de la malgouvernance pour tout le Cameroun qui concerne les Camerounais du sud-ouest, du nord-ouest, de l'est, de l'ouest, du nord, de l'extrême nord, de la Damawa, du centre, du sud, de l'est, tout le monde. Ce problème concerne tout le monde. Le second problème est celui de Fumban 61. Le problème anglophone par rapport au mariage entre le Cameroun oriental et le Cameroun occidental. Donc il y a ces deux problèmes. Il ne faut donc pas que les Camerounais disent qu'il n'y a pas de problème anglophone. Tous les problèmes que nous avons, on les retrouve partout. C'est vrai, on les retrouve partout, mais le second, c'est qu'il y a un problème d'engagement. On a dit que les anglophones qui sont là doivent être gérés comme ceci. Ça, c'est la réunification qui s'est passée. C'est pour ça que les pères fondateurs de l'indépendance de notre pays, qui sont Ruben Oumniawe et les autres, ont bien parlé de la réunification d'abord. Avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Oui. Et vous allez me poser la question tout à l'heure sûrement. Mais alors, finalement, on a mis la charrue avant les bœufs. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on a tous ces problèmes. Absolument. Vous allez me demander tout à l'heure pourquoi vous écrivez souvent le Cameroun avec Avec K. Bien sûr. C'est parce que ce problème francophone, anglophone, ne devrait pas exister. Le Cameroun n'a pas été colonisé par des Anglais ni des Français. Nous voulons donc d'abord repartir à l'époque. C'est-à-dire que le cas avait... Madame, Monsieur, bonsoir. La vie des partis politiques n'est pas un long fleuve tranquille. C'est le cas du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem. Ce parti connaît des tensions, mais se projette surtout dans le futur qu'il veut positif. Nous en parlerons. Quelques jours après la libération des leaders anglophones et des autres personnes incarcérées dans le cadre de la crise anglophone, comment cette issue est-elle regardée? A-t-elle produit des résultats? Nous en parlerons également. Enfin, le parcours démocratique sur le continent africain poursuit son avancée avec parfois des coups d'éclat. Les derniers en date sont l'annulation des résultats de l'élection présidentielle au Kenya et les manifestations de l'opposition ces derniers jours au Togo pour réclamer des réformes, notamment la limitation des mandats présidentiels à 2. Tous ces sujets, nous les évoquons dans cette édition de Géopolis avec notre invité de ce jour, Dieudonné Yebga. Bonsoir, Dieudonné Yebga. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Géopolis. Et c'est un plaisir pour moi d'être dans la capitale politique parce que je constate que Equinox a essayé de faire la différence entre la capitale politique et la capitale économique. Voilà. C'est un plaisir pour moi. Ok, alors c'est également un plaisir pour nous. Je rappelle que vous êtes le président du Manidem, c'est bien cela? C'est bien cela, je suis le président du Manidem élu au congrès de mai 2015. Voilà. Pour un mandat de 3 ans. 3 ans. Ok. Alors, comment se porte le Manidem aujourd'hui, Dieudonné Yebga? Le Manidem se porte très bien. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, il y a eu quelques remous, mais c'est normal hein, pour un parti politique. Il faut de temps en temps qu'on constate qu'il y a du bruit, qu'il vit. Parce que en politique, c'est une vision. Et dès qu'on a une divergence de vue entre les dirigeants, il y a ce genre de situation. Donc il y a eu une divergence de vue et c'est pour ça que vous avez constaté tout ce que vous avez vu dans la presse ou bien lu dans les réseaux sociaux. Alors, mais encore, il y a eu des remous, mais vous semblez passer très rapidement dessus, Président Yebga. Il y a eu des problèmes. Ces problèmes, il faudra encore qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Vous dites divergence, mais quand même, on a entendu des choses graves. Par exemple, on vous conteste la qualité de pouvoir diriger le Manidem en tant que président.
ce sont des accusations qui sont venues de M. Anissé Ekame. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, c'est qu'ils disent cela, soit ils sont de mauvaise foi, ou alors ils ne maîtrisent pas nos textes. Nos textes sont clairs. Le président a un rôle à jouer. Et parmi ses attributions, il y a par exemple la négociation des alliances. Ça, c'est le rôle du président. Et nous avons entrepris... Vous en avez négocié? Nous avons entrepris un rapprochement avec les forces progressistes, patriotiques, qui n'a pas plu à un certain nombre de camarades, 3 ou 4, qui pensent que ce rapprochement n'est pas bien pour notre parti. Nous pensons que c'est cette divergence de vue qui nous a amené à voir ce que vous avez constaté. Alors, vous dites forces progressistes. Quelles sont-elles, ces forces progressistes? Alors, après analyse, nous avons constaté que le Cameroun va très très mal. Et il n'y a que l'upécisme qui peut sauver ce pays. Nous avons donc entrepris des négociations avec toutes les forces d'obédience upéciste. Et cette négociation, entamée par le président, a été présentée au bureau politique en février 2017. Et le bureau politique ayant entériné ce rapprochement, l'a envoyé au CNC. Le CNC, c'est la direction du parti, le Comité national de coordination, qui s'est réuni à Bafia au mois de mars, qui a entériné cette position-là. Et il y a une commission qui a été mise en place, constituée des militants de l'UPC des fidèles, de l'UPC légal et du Manidem. C'est un travail qui a été fait pour la préparation des états généraux de l'UPCisme. Alors, vous dites, vous avez discuté avec l'UPC, mais de quel UPC? Vous avez discuté avec l'UPC légal et l'UPC, toutes les tendances finalement sont réunies au sein de ces forces avec lesquelles vous discutez? Quand je parle de... Parce que pour le moment, moi je connais l'UPC des fidèles qui est dirigé par Alexis Ndema. Alexis. Et je connais l'UPC légal qui est reconnu par l'administration territoriale dirigée par Luka Basile et Victor Onana. Et le Manidem qui est d'obédience upéciste aussi. Voilà les 3 forces qui ont travaillé pendant près de 4 mois. Et les travaux ont été transmis aux états-majors des partis pour prise en compte. Voilà où nous sommes. Alors, la divergence, c'est là qu'elle intervient. Oui, bien sûr. Et pourquoi cette divergence intervient-elle, à votre avis, et quelles en sont aujourd'hui les conséquences? Oui, cette divergence de vue intervient parce que la majorité des camarades pensent que, après 22 ans, le Manidem doit gérer au moins les municipalités. Cela n'a pas été du goût de certains camarades qui pensent que Omiobe n'avait pas été député ni maire, donc l'essentiel, c'est pas de gagner des postes électifs. Et c'est cette divergence de vue qui a donc amené des camarades à prendre une décision, et une orientation vers que nous allions aux élections et que nous gagnions des postes électifs. C'est ça, cette divergence de vue. Mais il semble que l'affrontement a été plutôt à la limite violent à Bafia lors du comité. Certains ont claqué la porte. Anissé Ekane a claqué la porte, par exemple, s'il faut être tout à fait précis. Il a claqué la porte de ses travaux. Et c'est bien cela. Imaginez-vous quelqu'un qui parle de Douala pour Bafia un vendredi soir, paye une nuitée d'hôtel et arrive à la réunion le samedi 25 mars, il claque la porte. Ça veut tout dire. Faire
400 km et n'est pas assisté à la réunion, ça veut dire que le problème était très grave. Parce qu'il savait exactement qu'un mois avant, lors du bureau politique qui s'est tenu à Douala, on en a discuté. Le bureau politique a donné son accord pour que ces négociations continuent. Et ayant vu que la majorité des militants présents à Bafia étaient favorables à cette position, à ce rapprochement, et camarade Kane a préféré claquer la porte de la réunion et il est rentré sur Douala. Voilà. Mais alors l'option des alliances a été entérinée, donc en dehors, en son absence, sans qu'on ait plus besoin de lui dans ce cas de figure. Et le camarade Kane est un camarade comme tous les autres. Il n'a pas une voix prépondérante. Et pour être plus clair, ce rapprochement déjà, ce n'était pas pour la signature d'une quelconque alliance. C'était en fait pour faire les états généraux de l'UPCisme. Sous la colonisation allemande, oui. Si nous étions sous la colonisation allemande, on ne parlait jamais du problème anglophone. Or, si nous partons à ce niveau-là, vous voyez que ce problème sera mis de côté. Et nous allons donc parler des problèmes du Cameroun. Oui. Et pour parler des problèmes du Cameroun, si on arrive à ce niveau, il y a une seule solution. C'est le retour au fédéralisme, c'est cela? Quand on dit retour au fédéralisme, ça sort comme ça. Mais non, on n'est pas sûr que c'est ça qui est vrai. On peut bien aller au fédéralisme à 2, à 4, à 10. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut d'abord organiser les états généraux de la nation. Comprendre pourquoi nous sommes à ce niveau. Quand nous allons analyser, c'est après cette analyse qu'on va se dire que oui, ce qui est bon pour nous, c'est la décentralisation. Non, c'est le fédéralisme. Non, c'est ci. Non, c'est ça. Mais sortir tout de suite comme ça, dire que nous voulons le fédéralisme à 2, vous avez fait quelle analyse? Nous ne sommes plus en 61. Nous voulons le fédéralisme à 10. C'est pas parce que dans la Constitution, on a dit que nous sommes un État décentralisé qu'il faut absolument s'y tenir. Oui, et que la forme de l'État n'est pas négociable. Non, M. Biya a dit que la politique, c'est là. Donc vous dites que le gouvernement a tort d'affirmer que la forme de l'État n'est pas négociable. Je dis que le président de la République, son Excellence Paul Biya, l'a dit en 92 ou 91, je ne sais plus, mais c'était pendant les années de Braise, que la politique, c'est l'art de gérer les contradictions. Il a dit hier que la forme de l'État n'est pas négociable. Il va dire demain que c'est négociable parce que lui gère, c'est un politicien. Il gère les contradictions, donc il va le dire. Donc nous pensons que nous devons nous asseoir et en discuter. Manidem propose donc les états généraux de la nation. C'est à l'issue de ça qu'on va comprendre quel est le véritable problème. Parce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le fédéralisme à 2 qui est bon, mais après analyse, on constate que ce n'est pas bon. Donc il faut d'abord faire des analyses. C'est ce que nous pensons. Et nous avons une proposition à cela. Oui, qu'est-ce que vous suggérez? Nous avons suggéré qu'il nous faut faire des rapprochements en fonction de nos cultures. Absolument. Des aires géographiques. C'est cela. Voilà. Et je vais vous prendre 2 exemples. Si vous prenez un chef du Nord-Ouest, il s'habille, il s'assied là. Vous prenez un chef de l'Ouest, il s'assied là, il s'habille, il s'assied là. Un profane ne saura jamais s'ils sont différents ou pas. C'est les mêmes gens, c'est les mêmes tenues pratiquement. Et pourtant, il y a un qui est francophone, l'autre anglophone. Si vous venez dans le littoral, vous prenez un chef Douala, vous prenez un chef du sud-ouest, Bakweri par exemple, qui s'habille, il se ressemble. Mais nous avons donc proposé au Manidem que faisons ce rapprochement-là, c'est-à-dire créons une région nord-ouest-ouest
parce qu'ils se rapprochent, Oui. même dans leur façon de De vivre, oui. Créons une zone qui va regrouper le sud-ouest, le littoral, et la grande Sanaga maritime. Oui. Parce que quand un Bombok s'habille, un Sawar s'habille, ça s'apparente. Il y a des similitudes. Des similitudes. Oui. Donc c'est des gens qui se ressemblent. Mettons tout le Grand Nord et mettons tout le Grand Centre, Sud et Est. Oui. C'est des gens qui se ressemblent dans leur façon de faire. Regroupons-nous d'abord. Donc cela nous ferait 4 États. 4 régions. 4 régions. 4 régions. Oui. Ça dépend du contenu qu'on donne, que ce soit l'État, que ce soit région, ça dépend du contenu. Tout à fait. Donc nous avons donc pensé que c'est la meilleure façon de faire. Et quand on le fait, on se dote d'une langue nationale. Par exemple, dans le Grand Nord, on va parler le Fofodé. Dans le Grand Centre du Sud et Est, moi j'avais fréquenté à Bertois, on parlait ce qu'on appelle le Monge-Wondo. Absolument. Vous voyez donc, les centres Sud et Est vont parler, par exemple, le Wondo. Oui. Avec des déclinaisons sur le Monge-Wondo, par exemple. Par exemple. Là, ils vont s'entendre. Dans le Grand Littoral, c'est-à-dire la Grande Sanaga maritime, le Sud-Ouest, Douala, voilà. On va prendre soit le Bassa, soit le Douala. Et je vais vous dire, dans le Sud, vous allez trouver des gens qui parlent le Bassa. Et à Kribi, vous allez trouver des gens qui parlent le Bassa. Et, voilà. Et à Douala, il y a... Donc c'est une langue qui peut être commune. Quand nous rentrons donc dans le Grand Ouest, qui sera composé du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, on peut prendre le Féfé, le Ndumba, c'est des langues qu'on apprend à l'école. On fait d'abord ce regroupement-là, et vous verrez que nos cultures vont se rapprocher, et on ne parlera plus d'une zone anglophone, parce que déjà, on a mis le Nord-Ouest et l'Ouest ensemble par rapport à leur culture. On a mis le Sud-Ouest, le littoral et la Grande Sanaga maritime par rapport à leur culture, et ils vont bien s'entendre. Et vous voyez qu'on se rapproche progressivement. Notre objectif, c'est qu'on arrive à démystifier ce qu'on appelle anglophone, francophone, que nous soyons un Cameroun uni, un vrai Cameroun avec le grand K, le Cameroun au temps des Allemands. On va oublier que tel est anglophone, tel est francophone. Voilà un peu notre vision. Alors, donc, cela voudrait dire, quand on écoute votre raisonnement, que une déclaration comme celle des patriarches Béti qui appelle à libérer les Béti qui ont été emprisonnés qui sont emprisonnés dans le cadre de l'opération Épervier, pour vous n'est pas pertinente. Oui, moi je pense que cela ressort de la malgouvernance. Maintenant, comme tout se gâte, même les bandits, il faut les sortir. Mais vous voyez que c'est pour ça que j'ai apprécié la libération de certains anglophones qui ont été arrêtés. Oui. On n'a pas libéré tout le monde. Parce qu'il y en a qui ont fait des choses qui sont condamnables. Il faudrait qu'ils soient condamnés, même symboliquement. Même s'il faille qu'ils soient libérés, il faut qu'ils soient condamnés, même symboliquement. On ne peut pas brûler un commissariat et on vous laisse comme ça, même si c'est 1 mois ou bien 6 mois de prison, qu'ils soient condamnés 6 mois, même si on te libère. Maintenant, les bandits à col blanc, ceux qui ont volé, on a vu, c'est vrai qu'ils sont nombreux, encore libres. Il faut que tout cela rentre au CED ou bien à Kondengui ou bien je ne sais pas où. Il faut, mais il ne faut pas que les patriarches Béti, en fait je comprends, hein, ils le disent pour mettre en mal M. Biya, c'est tout, hein, pour qu'on lui dise que ce que tu as fait là, maintenant il faut libérer les... Non, ça c'est pour le mettre en mal. Et ça ressemble un peu à une fin de règne, là où tout est permis, tous les coups sont permis, même en dessous de la ceinture. C'est un peu cela. Alors, on aurait quand même, le gouvernement espérait qu'en libérant les leaders anglophones à la veille de la rentrée scolaire, que tout irait dans l'ordre en ce qui concerne la reprise des classes dans la partie anglophone justement, mais apparemment les résultats ne sont pas ce qu'on espérait. Comment vous appréciez cette situation? Je l'ai dit
à l'entame de cette émission, quand vous m'avez posé ce problème, on est revenu 8 mois en arrière, tout simplement. Donc on a, comme on dirait si on était au football, que nous avons remis la balle au centre. Il faut qu'on recommence les négociations là où on les avait arrêtées à l'époque. C'est pas parce qu'on a libéré certaines personnes à la veille de la rentrée que les gens allaient tout de suite aller à l'école. Et il serait même imprudent pour un parent d'envoyer son enfant à l'école avec ce que nous voyons. Sinon, s'il faille que cela soit fait, il faudrait que chaque enfant soit accompagné d'un gendarme. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Ouais. Parce que lui-même, et ça, il n'a jamais accepté cela. Alors cette lettre d'Abba Nkwama, de regretter mémoire, qu'est-ce qu'elle disait? Elle reprochait quoi à Nissé Kane? Oui, elle reprochait beaucoup de choses. Hein. Je ne vais pas étayer ici. Mais il faut comprendre que le camarade Abanda reprochait au camarade Anissé d'avoir les entrées avec certains responsables du pouvoir en place. Et on lui a demandé de gérer ses relations sans influencer la marche du parti. Et voilà. Et voilà que après tout cela, quand les camarades veulent aller aux élections et que le camarade Anissé est contre cette vision, nous pensons que cela voudrait influencer la vision du parti. Et c'est pour cette raison qu'il a été mis de côté pour que le parti avance. Donc Anissé Kane n'influence pas le Manidem, sinon il ne serait pas mis de côté. Oui, mais est-ce que finalement on lui reproche d'avoir quelques amis? Est-ce qu'on ne lui fait pas un procès en sorcellerie? Avoir des amis dans le pouvoir, est-ce que cela vous... est-ce que cela voudrait dire que vous n'êtes plus un opposant? Est-ce que cela voudrait dire que vous n'avez plus de convictions? Si en 2009, il a été reproché de cela et que nous avions continué, ça veut dire qu'on peut avoir les amis partout. Mais sauf qu'il ne faut pas influencer la marche du parti. C'est ça le problème. Quand vous avez vos amis en Chine, en Union soviétique, aux États-Unis, cela ne vous empêche pas d'avoir votre vision personnelle. Et là, nous avons vu là tout de suite qu'il voulait influencer la marche du parti. Et il faudrait donc qu'il reste un peu de côté que nous avancions. Oui, mais tout de même, est-ce que finalement on ne va pas solder tous les comptes à Nissé Kane, puisque même on a vu qu'il a pris beaucoup de place dans votre parti, dans le Manidem. Par exemple, le siège du Manidem était quand même chez lui. Il y est encore. Il y est toujours. Et déjà, ce sera une primeur. Là, hein. Le siège de Manidem sera inauguré le 13 septembre, donc dans quelques jours. Oui. Et coïncide avec l'anniversaire de la mort de Oumiobe. Vraiment, c'est une coïncidence. Hein. Elle est fortuite. Oui, elle est vraiment fortuite. Oui, nous avons cherché parce que le CNC nous a donné, parmi les résolutions du 29 juillet, nous a donné une résolution de trouver un siège avant le 31 décembre 2017. Et donc, nous sommes mis à chercher un siège, nous l'avons trouvé et il sera inauguré le 13 septembre 2017. Pour revenir donc au siège, entre guillemets, du Manidem au Carrefour Tif, le Manidem a été créé par l'UPC Manidem. C'était le 3 mars 1995. Quand le Manidem a été créé, nous sommes venus présenter le récépissé au comité directeur de l'UPC Manidem. Et le secrétaire général de l'époque, Mokoko Priso, a dit, c'est bien comme le Manidem a été reconnu par l'administration, mais nous allons garder ce récépissé et il sera utilisé en temps opportun. Nous, les jeunes cadres qui étaient formés, je vous rappelle que le camarade Abanda a fait un travail énorme. Il avait sélectionné
une dizaine de jeunes camarades en prélude à la création du Manidem qui étaient formés tous les week-ends par des experts dans tous les domaines, tous les week-ends. Et parmi ces jeunes cadres formés, 3 se sont donc concertés et sont partis trouver Anissé Ikane à son domicile au Carrefour Tif. Et parmi ces 3, il y avait Madame Abanda, la veuve de camarade Abanda, Melchior Damien, et moi-même. Nous sommes partis voir Anissé Ikane au Carrefour Tif, à son domicile. Nous lui avons dit, un parti politique légalisé, avec un récépissé, ne veut rien dire si on ne travaille pas sur le terrain. Et comme lui, il avait été porte-parole officiel du parti, donc son travail c'est communiquer. Or, la communication seule ne fait pas de structure du parti. Nous lui avons dit, nous allons donc travailler en back-office pour faire grandir le parti. Nous sommes mis au travail et vous avez constaté que en 1996, c'est-à-dire 1 an juste après la création du Manidem, lors des municipales, oui, nous avions présenté 7 listes. Alors qu'en 2013, nous n'avions présenté qu'une seule liste au municipal. Nous avons présenté 5 listes à Douala, une liste à Dibombaré et une liste dans le camp. Par le travail que nous faisions sur le terrain. Vous voyez donc que nous avions commencé à travailler chez lui et on s'est habitué à travailler là. Il a été président du Manidem. Nous avons continué à travailler là jusqu'en 2009. Et rappelez-vous, les municipales 96 plutôt. Oui. C'est ce que vous voulez dire, pas 2016. 96, oui. 96, oui, pas 2016. Oui, non, 96. Voilà. Municipal de 1996. Oui, 96. Là, vous aviez des listes un peu partout. Voilà. Et vous voyez que le travail que nous avions mené sur le terrain, le travail de fond, d'organisation, de mobilisation, avait porté ses fruits. Mais en 2013, nous avons eu une seule liste. Oui. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et maintenant, le siège du Manidem est donc resté chez Anissé Ikane. Est donc resté. Puisque c'est à lui que vous vous êtes adressé en ce moment-là. Il est resté chez Anissé Ikane jusqu'en 2009, quand il démissionne du parti. Mais souvenez-vous, quand le camarade Mbanda Kani prend la tête du parti, la première chose, c'est la délocalisation du siège, qui a valu son poste. Qui lui a valu un poste à Bandakani. Il a c'est voulu, lui, tout de suite délocaliser au siège du domicile d'Anissé Ikane pour un endroit neutre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Bandakani a fait 6 mois, parce que il y a eu un travail qui a été fait, je ne sais pas comment, pour le mettre en minorité. Il a été mis en minorité et il a préféré démissionner et il est parti. Le camarade Abanda est arrivé, et comme c'était son vieil ami, Anissé Ikane, si vous avez lu la lettre de 2009, il le souligne quand même là, que malgré 30 ans d'amitié, il est obligé quand même de dire certaines choses. Donc on a essayé de gérer ça d'une certaine façon. Mais les camarades disaient à tout moment que nous devrions partir de bon à bon. En réalité, c'était le domicile privé d'Anissé Ikane. Et là, il n'y avait aucun papier qui attestait que c'est un bien du Manidem. C'est pour cette raison que nous avons décidé au CNC de Bancomo, du 29 juillet 2017, de trouver un siège au Manidem. Voilà. Donc, dans ces conditions-là, vous avez tourné d'une certaine manière la page Anissé Ikane, le siège du Manidem, à son domicile. On n'y reviendra plus. Oui, non, là c'est clair, le Manidem a son siège désormais, et pas qu'on a tourné la page d'Anissé Ikane. Ikane est resté le militant du Manidem. Et s'il veut, c'est juste une sanction,
il peut faire un recours au CNC. Le CNC analysera. Mais s'il ne fait pas de recours, on ira jusqu'au prochain congrès. Voilà. Mais lui, vous ne tenez pas compte de ce qu'il vous dénie la qualité de diriger le parti, de devoir diriger le parti. Et en qualité de quoi il le dirait? Nous avons des tests. Et nos tests sont clairs. Il y a les attributions du président, il y a les attributions du secrétaire général, il y a les attributions. Quand nous nous sommes retrouvés avec... Parce que vous êtes finalement tous des UPCistes. Oui, justement, parce que... Oui, parce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'UPC est tellement émietté? Nous pensons qu'après avoir fait une réunion, je voulais dire, une concertation avec les dirigeants de l'UPC, nous avons fait un constat. L'UPC dit que le Cameroun va très mal et pour résoudre les problèmes du Cameroun, il faut organiser une table ronde, identifier les maux qui minent le Cameroun, trouver les solutions et mettre une équipe pour gérer ces solutions-là. Au Manidem, nous pensons que le Cameroun va mal. Il faut les états généraux de la nation pour identifier les maux, trouver des solutions et les résoudre. Quand vous faites ces deux rapprochements, vous voyez que c'est la même chose. Pourquoi nous tous, nous sommes des UPCistes? Et nous constatons que l'UPC va mal, l'UPCisme va mal. La moindre des choses, donc, avant d'arranger le problème du Cameroun, arrangeons d'abord le problème de l'UPCisme. C'est pour ça qu'on a dit, faisons d'abord les états généraux de l'UPCisme. Comme ça, on verra qu'est-ce qui nous sépare. Pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau-là? C'est les états généraux de l'UPCisme. Après ces états généraux, il y a 3 voies possibles. Soit c'est le statu quo, ça veut dire que on ne pourra jamais être ensemble, on ne pourra jamais réfléchir ensemble. Soit c'est la création d'un front où chaque parti d'obédience UPCiste va rester dans sa formation politique, mais obéir à l'orientation que le front donnera, ou alors faire une fusion. Voilà les 3 voies possibles qui sortiront des états généraux. Pour le moment, nous ne savons pas quelle sera l'issue. Mais alors, à votre avis, quelles sont les motivations de ceux qui sont opposés à ce projet? Est-ce que vous nous en dites pas assez là? Est-ce qu'il y a d'autres motivations? Bon, vous nous dites, M. Anissé Ekane est venu à Bafia, il a parcouru 400 km, il a claqué la porte. Mais est-ce que vous comprenez qu'il puisse s'opposer aussi fermement à votre volonté de recoller les morceaux? Sauf être magicien pour savoir ce que quelqu'un d'autre pense, je ne saurais pourquoi le camarade est réticent à ce rapprochement-là. Toutefois, il a déclaré dans certains médias que Oumniobé n'a jamais été ni maire ni député, donc l'essentiel, ce n'est pas d'avoir un poste électif. Le plus important, c'est d'avoir un nom, comme Oumniobé a laissé un nom, c'est le plus important. Et les camarades de la base pensent que ce n'est pas le plus important. C'est pour cette raison que les camarades ont pensé qu'il faut avancer. Surtout qu'un parti politique compte sur la légalité et la légitimité. La légitimité se fonde sur la base militante. Aujourd'hui, toute la base pense que notre orientation est la meilleure. D'où la légitimité du travail que nous faisons. La légalité aussi, elle est administrative. Ça aussi, l'administration sait qui détient la légalité. Nous avons tenu un CNC le 29 juillet à Bafia, où nous avons pris des résolutions fortes. Et je rappelle que CNC, dans le cas de Madame, c'est Comité national de coordination, qui est la direction du parti. Oui. C'est elle qui gère le parti entre 2 congrès.
Et elle a donc pris la décision de suspendre le camarade Anissé Ekane jusqu'au prochain congrès. Je crois que c'est ça qui l'a amené à sortir de Ségon. Alors, mais est-ce que ça voudrait dire qu'on est en train de se débarrasser d'Anissé Ekane dans le cadre du Manidem? Est-ce que on a décidé de tourner la page d'Anissé Ekane? On sait que jusqu'ici que c'est quelqu'un d'assez puissant dans le cadre du Manidem, non? Il n'y a pas de puissant dans le Manidem. Tous les militants sont des militants. La preuve, le camarade Ekane a été suspendu jusqu'au prochain congrès. Et il n'est pas exclu du parti, il est suspendu. Mais cela veut dire quoi? Il n'a pas droit à quoi? Il a droit à quoi? Il est simple militant. Il était secrétaire national, il était membre du bureau politique et membre du CNC. Et depuis le 29 juillet 2017, il devient simple militant de base. Donc il n'a plus le droit de parler comme dirigeant du parti. Mais il est militant de base. Et voilà. n'assiste non plus aux réunions des instances statutaires du parti. Non, il ne doit plus assister aux réunions du parti. Sauf s'il est invité spécialement, parce qu'on peut inviter un militant de base. Mais c'est un poids lourd, Anissé Ekane, dans le Manidem. Je ne pense pas que ce soit un poids lourd. Peut-être que c'est... Quand même candidat 2 fois à la présidentielle. Candidat 2 fois. Oui. Bon, il n'est pas le seul Camerounais qui soit allé aux élections 2 fois au Cameroun. Donc, si être candidat 2 fois, ça veut dire qu'on est un poids lourd, moi je dirais non. Surtout que à la 2e fois, après les primaires, c'est pas lui qui était premier. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. En 2011. Ce n'était pas lui le candidat du parti au départ. Non, ce n'était pas lui le candidat du parti au départ. Nous avions fait des primaires, il y avait 4 candidats. Après les primaires, les résultats ont donné comme candidat du parti Dieudonné Yebga en tête. Le 2e était Anissé Ekane. Le 3e était le camarade Abanda de Regretto Mémoire. Et le 4e était Jean Vela. Alors, moi, qui était très très efficace en back-office, qui n'était pas connu du grand public, qui n'était pas connu des médias, je me suis dit, ça ne sert à rien que Ekane qui est connu, que le président Abanda qui est connu, ne soit pas candidat. Ce serait un peu difficile que les gens comprennent pourquoi je sors de back-office pour être candidat. J'ai donc retiré ma candidature au profit du 2e qui était Anissé Ekane. Et c'est même pour cela que j'ai été le directeur de campagne de candidat du Manidem en 2011. Voilà comment ça s'est passé. Alors si j'étais égoïste, si je ne pensais qu'à moi, je n'allais pas retirer ma candidature et ce serait moi le candidat du Manidem en 2011. Mais je ne l'ai pas fait et là vous n'alliez pas me dire qu'il a été candidat 2 fois. Voilà. Donc vous avez privilégié l'intérêt du parti. Oui, quand nous faisons de la politique, nous ne la faisons pas pour nous. Nous la faisons pour le peuple camerounais. C'est ça même l'upécisme. Parce que quand Ruben Oumniobel se battait, il ne se battait pas pour lui, il se battait pour le Cameroun. Ceux qui se battent pour le Cameroun sont des vrais politiciens. Ceux qui se battent pour leur propre intérêt n'ont pas de place en politique. Le peuple ne doit pas s'aligner derrière ceux-là. Ils ne font pas de la politique, font de la politique politicienne pour leur propre intérêt. Mais tout de même, Dieudonné Yebga, est-ce qu'il n'y a pas un problème à Anissé Ekane au Manidem, finalement? Au fait, comme vous le dites si bien, en 2009, le camarade Abanda de Regretto Mémoire avait fait une lettre au CNC et c'est cette lettre qui a amené le camarade Anissé à démissionner. Et cette lettre a été publiée dans un numéro de journal Germinal tout récemment. Et c'est ça qui fait problème. Donc le camarade Anissé n'était pas parti